et des situations auraient accompagné, n'est-ce pas, nos actions. Nous avons servi très souvent de catharsis aux gens. Nous parlons, ça permet aux gens de se défouler, et puis donc on a exprimé ce qui ressentent, et puis il n'y a pas de suite. Et les gens ne prennent pas la mesure de ce que voilà, c'est ce qu'il dit. Et nous avons estimé qu'à un moment donné, le silence est beaucoup plus important que la parole. Effectivement, les gens m'ont interpellé pour que je parle. J'ai demandé, mais si je parle à ce moment-là, pourquoi je parlerai, ça donnerait quoi? Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que par mal de situations, on est dans un silence de cimetière. Et on ne peut plus continuer comme ça. Aujourd'hui, je suis dans une situation d'interpellation des situations de mon pays par rapport à une situation grave qui va arriver dans ce pays. Inévitablement. Les élections, si on peut les appeler ainsi, qui sont devant nous, n'ont jamais été aussi dangereuses pour ce pays depuis 60 à ce jour. De 60 à 60 à ce jour. Puisque nous, étant jeunes, on a su comment le RDA votait. Maintenant, on revient moins que le vote du RDA, où c'est les chefs de canton, les chefs de village, les chefs de quartier qui votaient à la place des citoyens. On remplissait les zones, on savait qu'on allait avoir les 100%. Aujourd'hui, 50 ans après, nous sommes en train de rebobiner, empire les pratiques de vote du RDA au Niger à l'indépendance. Mais Monsieur le Président, avant de parler du processus électoral, il y a quand même quelques éléments qui font débat sur lesquels on ne vous a pas entendu, sur lesquels on devait vous entendre, notamment la question de l'élimination de la candidature de Hamamadou, la question de la nationalité d'origine de Bazoum Ahmed. On ne vous a pas entendu sur ces deux questions importantes. Mais comme c'est une très bonne question, je commencerai par le cas de Yarda même. Très bien. Le MDC Yarda a été éliminé à toutes les compétitions électorales de 2021. Nous ne sommes pas présents au local, nous ne sommes pas présents au régional, nous ne sommes pas présents au législatif. Ce coup nous a déjà été fait en 2011, où Yarda avait été éliminé au législatif parce que les gens n'avaient pas envie d'entendre une voix discordante et forte à l'Assemblée. Je rappelle quand même aux jeunes qui nous regardent que vous êtes un ancien du PNDS Tareya. Parfaitement. Voilà. J'ai été vice-président même du groupe parlementaire du PNDS Tareya de 1999 à 2004. Donc, mais passons. Oui. Mais passons. Revenons maintenant à la situation qui nous intéresse, la situation des élections et la situation du MDC Yarda par rapport à ces élections. Que s'est-il passé lorsqu'on nous a annoncé le local? On parle sur tout le territoire national ou d'une région en particulier? Nous sommes, compte tenu des enjeux qui se présentent aujourd'hui, oui. Il n'est pas des jeunes partis comme les nôtres n'ont pas intérêt à disperser de la force. Il faut concentrer, il faut trouver un point focal, concentrer ses forces. Lorsque vous êtes renforcé, essayez de vous étendre. C'est ça la stratégie du MDC Yarda de tout temps. Stratégie sur laquelle le PNDS Tareya a compris nos intentions. Et ils nous ont combattus, et ils nous combattent, comme ils ont combattu le CDS Rama, comme ils ont combattu Lumana, moi-même étant l'allié de ces deux partis et de les avoir accompagnés, et leur chef et leur parti dans des situations difficiles. Je rappelle que vous avez été l'avocat de Hamamadou, de l'affaire d'explosion voilà, parfaitement, et de la CDS Rama, de Bambam Soumana. Et vous avez vu dans quel état ils ont mis CDS Rama, dans quel état ils ont voulu mettre le Lumana, y compris son président, et la situation de laquelle moi aujourd'hui je me trouve, au moment la bien c'est celle-là. Je me suis présenté avec mes dossiers, d'abord pour les locales à Maradi. Très bien. J'arrive maintenant, il fallait payer les frais électoraux de 10 000 francs par commune. Mes frais, déjà le paiement des frais, au niveau de la pairie, ils ont refusé de prendre mon argent. Les 10 000 francs par commune. Finalement, il y a eu un agent courageux qui a accepté de prendre mes 10 000 francs pour la caution. J'ai payé la caution première phase, difficulté. J'amène mes dossiers au niveau du gouvernement comme je l'ai fait en 2011 et 2016. Le secrétaire général du gouvernement refuse de prendre mes dossiers sous prétexte qu'il doit aller les déposer au niveau des communes avant qu'ils parviennent au niveau du gouvernement. Et ainsi, j'ai demandé, mais quelle est la raison pour laquelle, voilà ce que dit le code rural, vous êtes chargé de réceptionner et de transmettre aux tribunaux. Le secrétaire général du gouvernement de Maradi m'a fait savoir qu'ils ont reçu des instructions du ministère de l'Intérieur. Et que tant que ces instructions-là
n'ont pas été levés. Ils ne vont pas exécuter ces Des instructions à l'encontre de ce que dit le code électoral. C'est terrible. Je suis allé devant le juge de référé de Maradi, qui a ordonné que le gouvernorat prenne mes dossiers. Lorsqu'ils ont pris mes dossiers, la loi leur impose de procéder à un contrôle de conformité et de me donner un récépissé. Je n'ai pas eu de contrôle de conformité, je n'ai pas eu de récépissé, les dossiers sont partis comme ça au niveau des tribunaux. En ce qui concerne le régional, ils ont carrément refusé, n'est-ce pas, de le recevoir. Et c'est comme ça que j'ai utilisé ce d'un huissier, Maître Bala Nomo. Voilà ce qu'il dit. En vertu de l'ordonnance de référé du octobre 2020, rendue par le monsieur le président du tribunal de l'instance de Maradi, je de référé, ordonne au gouvernorat de Maradi la réception, le traitement, la transmission des dossiers de candidature du parti MDC-YADA aux tribunaux de l'instance de Maradi, juge des élections locales. Donc il est parti se présenter avec cette décision et mes dossiers. Il a mis le dossier de candidature des élections régionales. Et voilà ce que lui a répondu le SG. Je vous demande de transmettre vous-même le dossier au président du tribunal de grande instance de Maradi. Comment? Il a en conséquence refusé de recevoir le dossier en violation de l'ordonnance de référé que l'exposé l'article 168 du code électoral. Et sur la base du code électoral et sur la base de l'ordonnance, mes dossiers ont été refusés. Ça, c'est la première hypothèse. C'est déjà les régionaux à Maradi. Les locales, on a pris sans contrôle. Et maintenant, j'arrive pour payer mes frais électoraux pour législatifs. Je vais à la pairie, comme dit le code électoral, vous devez payer les frais électoraux au trésor. Je vais avec mon compte et mon dossier. Les agents refusent de prendre mon argent pour dire que ce n'est pas au trésor de prendre ça. Je dois aller à la caisse de dépôt et consignation. Alors que le code électoral est clair. Et on lui a demandé des raisons. Il nous a sorti une lettre de la caisse de dépôt qui dit que les cautions aux élections présidentielles doivent être versées. Je lui ai dit, mais la loi, entre la loi et la lettre, qu'est-ce qui est prévu? Difficilement, il a pu d'accepter mes 250 000 francs concernant la caution. Et le climat qui prévalait à Maradi, c'est comme si Maître Soudé est un diable qui est tombé de la ville de Maradi, venu foutre le bordel dans tout le processus, et qu'il faut par tous les moyens arrêter. Et pour le dépôt maintenant des candidatures, j'ai utilisé le service d'un avocat, Maître Louana, et d'un huissier, toujours Maître Bala, pour qu'on dépose les candidatures aux législatives et qu'on fasse le contrôle. À Maradi, on ne nous a signalé aucun problème particulier. Le contrôle a été fait? Le contrôle a été fait à Maradi. C'est sûr? C'est sûr. Très on bien. a un papier que le contrôle a été fait et qu'on nous a remis un récépissé provisoire. Au moment là, on a un récépissé provisoire. On envoie à Niamey. Niamey m'appelle au niveau du ministère de l'Intérieur pour me dire, voilà, je dois essayer de veiller au quota des femmes. C'était la seule situation qu'on m'a faite. Quand je suis arrivé, on a fait le contrôle. Au niveau du quota des femmes, il n'y a aucun problème. Connaissant donc les aventures que j'avais déjà connues auparavant, À Maradi? à Maradi, En 2011? donc pour les législatives, j'ai veillé que les 75% des diplômés, soit 23 candidats avec le suppléant, de 1 à 23, j'ai bien serré pour faire en sorte qu'on ne peut pas je ne veux pas en tout cas faire un mélange qui puisse me créer des problèmes. Vous avez fait 1, 2, 3, Jusqu'à 23, avec suppléant et diplôme. J'arrive, le diplôme me dit, on ne prend pas les attestations, il faut qu'ils amènent les originaux. Je viens à l'enseignement secondaire. On me fait les originaux des diplômes. Je photocopie, je légalise, j'insère. C'est bon, oui c'est bon. Je demande le récépissé. On m'a dit de revenir après le chercher. On m'a remis le récépissé législatif que 2 jours après la transmission des dossiers à la Cour constitutionnelle. Déjà, on a transmis la Cour constitutionnelle. Ouais. Voilà, j'étais là. Donc, malgré tout, je n'ai toujours pas confiance. Je savais que toujours quelque chose va arriver, compte tenu de certaines personnes qui font partie de la convention de la Cour constitutionnelle. Vos anciens camarades? Pour lesquels nous avons un certain, pas forcément. Il y a d'autres avec lesquels j'ai tiré des dossiers sensibles. Des camarades professionnels, je veux dire. Des professionnels de la justice. Oui, enfin. Donc, je suis là. Je crois que tout le monde a compris de qui il s'agit, en fait.
C'est possible. On ne va pas dire que non. On ne va pas, c'est pas nécessaire dans une... En tout cas, vous êtes confronté dans l'affaire du dossier Hamamadou. On va dire ça comme ça quand même. On peut le dire. Voilà. On peut le dire. Et même l'affaire de Gédé Salama. De Gédé Salama. Donc, Chéla, lorsqu'on m'a dit, ah, écoutez, au lieu de 8 candidats non diplômés, vous en avez 9 non diplômés. J'ai dit, mais c'est impossible. Moi, de 1 à 23, j'ai des candidats. J'ai encore demandé une copie de ma déclaration. Oui. Je vérifie, j'ai le 23, c'est 2 enseignantes avec BEPC qui sont tous du même endroit, Madanofa et Gabi. J'ai dit, mais écoutez, si c'est ça, au moins je l'ai dit et ces gens sont enseignants. Le cas judiciaire peut le prouver. J'ai transmis au cas où les diplômes se sont égarés en route. Voilà le diplôme. J'ai transmis une copie attestant qu'à la date où nous avons déposé le dossier à Maradi, on avait ces diplômes-là. La légalisation est le 5 novembre. Mais mieux, je souligne de ma requête en réclamation. Devant la Cour constitutionnelle. Devant la Cour constitutionnelle. Mais la question du diplôme, dans le code électoral, nulle part on a dit que le problème du diplôme là est un cas d'inéligibilité. La loi a défini les cas d'éligibilité. Dès que vous le remplissez, personne ne peut vous en valider. Et j'ai également indiqué que c'est une cause de discrimination qui est interdite par la Constitution du Niger. On dit que tous sont égaux devant la loi et tous ont droit au respect de leur dignité en tant que personne humaine. L'adresse de droits de l'homme, également dans cet article 7, 8, 9, dit la même chose. Elle dit qu'il ne peut pas avoir de discrimination entre les citoyens. Au niveau des élections, les citoyens sont égaux, que tu sois diplômé ou pas. La preuve, les gens qui votent, c'est des diplômés. 80% des Nigériens sont des diplômés, pourtant ils votent. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont inaptes à voter? Ou bien alors, ils sont aptes à voter, mais ils sont inaptes de diriger? Or, la question d'être électeur éligible, c'est des droits fondamentaux des citoyens. J'ai dit, vous ne pouvez pas éliminer des gens parce qu'ils n'ont pas de diplôme. Mais ça, c'est pas la loi qui dit ça? La loi dit quota, mais la loi n'a pas sorti de sanctions d'inéligibilité, parce qu'on ne peut pas étendre des sanctions là où la loi n'a pas prévu des sanctions. Même pour le quota des femmes, oui, ils appliquent cela. Quand la loi a parlé de quota, est-ce que vous avez respecté le quota des diplômés? Je vous dis, dans un premier temps, on a réglé la question comme quoi je vous ai dit, jusqu'au 23 on en a. Mais même je vais au-delà, pour vous dire que même ce qu'on fait, c'est illégal. Vous ne pouvez pas faire économie du fait que c'est la loi. Lisez la loi. Et vous allez voir si on a dit, si tu n'as pas de diplôme, tu es inéligible. Si tu n'as pas respecté 75%, tu es inéligible. On a dit droit. Mais droit à laquelle sanction ça a été indiqué dans le code. Toutes les vérifications que j'ai faites par rapport aux situations du Sénégal, du Bénin, de France, on n'a pas sorti ces actes-là de sanctions autres que des sanctions pécuniaires. Quand tu n'as pas respecté le quota des femmes en France, au niveau du financement des partis. Oui, mais là, on est au Niger. Si la loi nigérienne dit qu'il faut respecter le quota. Mais apparemment, vous connaissez la loi mieux que moi. Non. Dans ces conditions, je passe. Donc revenons au fait que moi j'ai mes 55%, mais justement, quand je fais cette communication, c'est pour attirer l'attention des professionnels de la justice sur le fait que voilà l'interprétation qui est donnée par certains juges. Je ne parle pas que pour vous, je parle pour les professionnels comme moi et pour les citoyens. Ils n'ont qu'à aller regarder ce que je dis. Les gens savent que moi, je ne parle pas en l'air. Je ne parle pas parce que aujourd'hui je fais, comment on appelle, on est candidat. Non. Moi, ma constance, c'est d'abord ma profession. Si au niveau de ma profession, je suis obligé de torturer pour avoir des aides de ces élections, ce n'est pas ma vocation. Ma première vocation, c'est avocat. Je fais la politique par accident parce qu'on est obligé de la faire pour parler en votre nom. Très bien. Non, alors non. Moi, je parle déjà à mon nom, ça suffit. Voilà la situation dans laquelle on est. Vous avez vu donc les dégâts qui sont passés à Maradi. 16 partis éliminés. Dans le MDCR. Au premier chef. Les Senoussi Jakou, tout ça. Le MNSD. Même les Nassara. Et maintenant,
la partie adverse qui est au pouvoir, le candidat, ou du moins le Pendesaria, il a le boulevard à Maradi. Ce qui a été le rêve. Ils n'ont pas pu s'imposer à Zader, comme ils l'ont tenté. Maintenant, Maradi, tous les bavards, ou en tout cas ceux qui peuvent les emmerder, sont hors course. MNSD Ali Sabo, Maître Soulé, Samsi Jakou. Ils ont mis par terre. Il y a encore le modèle Fallouma là. Voilà, Lumala. Maintenant, revenons, ça c'est au niveau législatif. Maintenant, lorsqu'on revient, vous voyez déjà, et faites attention, la première sortie du candidat Bazoum, il l'a faite à Maradi. Pendant qu'on avait les élections, le président Issouf s'est déplacé pour faire une inauguration d'une route rurale à Tessawa. Et vous pensez que c'est innocent? Donc nous, on nous a abattus de bonne guerre. Mais ce n'est qu'une guerre. C'est une bataille, pardon. Ce n'est pas la fin de la guerre. Même qu'on n'est pas candidat, on va déterminer qui nous allons soutenir aux élections et locales, et législatives, et présidentielles. Vous allez les faire perdre la maladie? Nous allons tout faire pour les faire perdre la maladie. Ils n'ont qu'à mettre l'argent propre comme ça qu'ils vont mettre, mais on va les battre à maladie. On fera tout pour les battre à maladie. Vous battrez parce que maladie, là, ceux qui veulent là, c'est pas chez eux. À la limite, comme dit Sanusi Jakou. Voilà. Vous allez battre campagne? Revenons, je vais battre campagne comme si vous étiez candidat. Parfaitement. Parce que la question de la démocratie, ce n'est pas pour mettre Soulé. Ce n'est pas pour le MDC-RDA. C'est pas parce qu'on a éliminé le MDC-RDA que c'est fini. Absolument. Nous, on se bat pour ce pays-là. Et il y a des gens qui sont là, qui sont capables de porter cette bataille-là. Et on va les accompagner. Revenons à la deuxième partie de ma question. Vous ne vous êtes pas prononcé, on ne vous a pas entendu sur l'élimination de la candidature de Hama et sur cette affaire de nationalité d'origine de... Mon frère Moumouni, c'est parce que vous êtes pressé. Ça vous êtes plus pressé. Mais ça fait longtemps que je ne vous ai pas eu en interview. Mais oui, mais parlez d'abord de moi avant de parler des autres. On en a fini, monsieur. Non, vous n'en savez rien. Allons-y, monsieur. Donc, nous en sommes là lorsque cette question de nationalité d'origine s'est posée. D'abord, moi, si j'étais à la place du président de la Cour constitutionnelle, j'ai déjà fait condamner Hama pour l'affaire de bébé importé, comme on les appelle. Si j'étais un magistrat, je n'aurais pas jugé, je n'aurais pas figuré la composition de Hama à la Cour constitutionnelle. Et les gens ont vite associé qu'il a rendu un verdict au niveau des affaires de bébé à la Cour d'appel et qu'on l'a redéployé à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, voilà. La Cour constitutionnelle l'a redéployé après sa retraite à la Cour constitutionnelle pour terminer le travail qu'il a déjà commencé au niveau de la Cour de cassation. Moi, à sa place, je n'allais pas faire partie de la composition. Pour des questions de conscience, des questions morales. Mais parfait. Pour partir des questions d'éthique et de déontologie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sans être, parce que c'est que je suis pas l'avocat d'Hama, mais moi, j'étais à l'audience. Le procureur général avait requis que Hama soit en face à la président de l'article 21 Hama. C'est-à-dire qu'on le prive de ses droits civiques et civils après une durée déterminée. Parce qu'il n'y a pas de... On ne peut pas te priver de tes droits civiques pour toute la vie. Parce qu'apparemment, d'après les informations qu'ils ont données, jusqu'à la mort de Hama, il s'applique qu'il y a un candidat, ni électeur, ni éligible. Mais on a vu ça. La question des citoyens. Et bien que le procureur ait demandé ça, la Cour n'a pas donné raison. Elle n'a pas suivi le procureur de la Cour. Elle n'a pas suivi. Ouais. Alors, ce que je veux savoir, c'est le code pénal qui est une loi d'ordre public qui est moins important que le code électoral. Vous voyez? La deuxième chose, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se prévoir cette décision qui ne connaît pas cette position pour appliquer le code. Moi, pour moi, les choses sont évidentes. Ça ne devrait même pas poser problème. Mais je savais en dépit de ça, et Hama le sait, qu'il va l'abattre. Qu'il ne sera pas candidat. Parfaitement. Ça, c'est la première. Mais on s'est dit également, l'article 47, c'est pas Hama qui l'a inventé. Quand j'avais dit à certains amis du MNSD national à l'époque, attention, la Constitution comporte un article 47 qui interdit, qui risque que Bazoum de rencontrer s'il n'est jamais des candidats. Je vous parle de cela il y a 2-3 ans. Ali Sabo et Tamboura me sont témoins. Ils ont dit non, ça n'existe pas. Il a fallu que je leur montre ça pour qu'ils se rendent compte, mais comment ça se fait? Quel est le but de cet article-là? Pour la première fois, la Constitution nigérienne, en particulier depuis qu'il y a la démocratie. Donc, pour nous, il y avait un piège. Lorsque le processus maintenant
Le premier à avoir l'acte de naissance, le naissance de Bazoum, la 146 mois. On me l'a présenté le matin à 7h du matin à mon domicile. J'ai vu quelques imperfections, mais moi, j'ai le sens de la déontologie et de la dignité. J'ai dit, je ne prendrai pas ce dossier contre Bazoum. Il n'y a pas de problème personnel entre Bazoum et moi, il n'y a que des problèmes politiques. Amène ça ailleurs. Mais j'ai déjà vu la bombe que ce parti peut comporter. Je me suis dit, je ne vois pas comment il peut s'en sortir. Si on respecte la loi. Évidemment. Mais en même temps, j'ai regardé les juges qui sont à la Cour constitutionnelle. J'ai dit, même s'il amenait tous les traités de droit dans sa valise, la main ça là-bas, ils vont le faire, ils vont laisser Bazoum passer. Et j'en ai tellement de la conviction. Lorsque j'ai entendu Bazoum parler à la BBC RFI, que j'ai vu à la télévision nationale, avant que le verdict tombe, et avant que sa requête était statuée, mais c'était quelqu'un qui est sûr de lui. Et connaissant un peu Bazoum, je le vois mal parler de cette façon, s'il savait qu'il y avait le moindre danger. Il avait des assurances, certainement, pour lesquelles il pouvait parler de cette façon. Mais revenons encore en arrière. Vous vous appelez Loli Moumouni. Mettons, vous êtes né le 15 avril de 1960-70. Quand on regarde votre acte de naissance, on regarde un numéro ou on regarde son authenticité. Un numéro ne fait pas le test. Tout le monde le sait. Tu ne peux pas, quand tu as deux papiers, tu ne vas pas faire la différence en termes de numéros. Ça devrait t'interpeller. J'ai deux actes de naissance ou deux nationalités qui ont la même date, qui ont les mêmes mentions avec des numéros différents. Le juge doit déjà se dire qu'il y a un problème. Pendant qu'on est là, l'intéressé lui-même ne reconnaît pas le jugement de la société 140. Il dit que c'est un faux. La Cour elle-même dit non, j'ai trouvé ce document-là dans mes archives. Et dans un dossier. Vous permettez? Allez-y. Ce n'est pas une causerie. C'est un échange, enfin une communication. Alors, l'intéressé lui-même parle d'acte de notoriété des jugements supplétifs pour quelqu'un qui est né à Tesker, il fait à Niamey. L'acte de notoriété, moi, ce que je sais, très souvent on a rencontré en matière, lorsqu'une femme perd son mari, il y a une affaire d'héritage, on lui fait un acte de notoriété pour prouver du vivant de son mari, c'était son épouse. Des témoins confirment ça. Voilà un acte de notoriété qui non seulement dit qu'un gars qui est né à Tesker, on lui a fait un jugement concernant sa naissance à Niamey, mais en plus, un acte de naissance comporte une nationalité. Même si c'est un juge qui l'a fait, c'est un faux. Ça, c'est un faux principal. Le juge lui-même a fait un faux. Après faire des ans, c'est lui qui a servi. Donc, il a ça. Après, par la suite, il est parti faire un numéro, enfin un acte, où entre, normalement, lui-même et celle qui est censée l'avoir fait naître, une différence de 14 ans. Mais ça peut arriver qu'une femme donne la naissance à 14 ans, à 12 ans même, mon Niger. Ah bon? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Oui, il y a des cas. Et c'est ce qui est arrivé. Il y a des cas exceptionnels, je ne sais pas, je dis ça. C'est ce qui est arrivé. Non, je ne sais pas, mais. Mais l'information qu'on a, Bazoum n'est pas le fils aîné de cette dame-là. Ça, c'est vrai. C'est le cadet. Stop. Maintenant, expliquez vos montages, vous. Parce que vous voulez justifier l'injusticiable. Je ne justifie pas, je dis ça juste comme ça. Je dis encore Oui. que je n'ai rien. Il y a même des affinités professionnelles entre ce monsieur et moi. Mais c'est pas. Si tout le monde, dès que vous avez un parent, même s'il a tort, vous dites qu'il a raison, ça ne peut pas aller dans un pays. Même si c'est votre père qui a tort, dites-lui qu'il a tort. Alors, que pourra. Ça veut dire que vous ne l'aimez pas. Mais comment vous voulez une paix sociale? Le juge est là pour rendre la justice au peuple nigérien. Aujourd'hui, ce sont les juges qui vont nous dire qui est le bon candidat, qui est le mauvais. Ce sont les juges qui vont décider qui va être le président de la République dans ce pays. Et on va rester tranquille. C'est pas possible. Comme dit quelqu'un, je ne sais pas si c'est le gars du Cameroun là, qui dit un cadavre va mourir. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Comment
Même les gens de terrain n'ont pas choisi ce candidat. Comment une seule personne, qui elle-même sait qu'elle n'a pas été élue, puisque tous les gens de terrain savent que la courte échelle a été faite par des militaires. Donc ils ne croient pas aux élections. Ils ne croient pas à la démocratie. N'attendez pas ça d'eux. Ils n'en ont jamais cru. Pourquoi? Parce que l'histoire des partis socialistes, que vous regardez, même des partis fascistes, c'est basé sur un coup d'État au départ. C'est-à-dire toujours eu des forces extra-démocratiques, ce qui fait qu'ils ont fini après avec les partis. Et c'est ce qui est arrivé. Donc n'attendez pas du PNDS qu'il fasse des élections, parce que ce n'est pas sa tasse de thé. Il n'a pas été élu, il ne sera jamais élu. Donc par conséquent, c'est travail toujours des coups de force. C'est à vous d'assumer vos responsabilités. Vous parlez du peuple nigérien là? Je parle des Nigériens. Parce que le peuple, encore, c'est autre chose. Je parle des Nigériens. La démocratie, là, ou la réforme, la personne ne fera à notre place. J'ai pratiqué, on a vu ce que l'UE a fait, l'Union africaine. La CEDEAO, on a vu maintenant ce qu'elle est devenue. Depuis l'affaire Tanja. Ils ont fait une prise en main. Vous avez l'OIF. Chaque fois qu'elle est venue, tout va bien. Dans tous les pays du monde. Ces pays-là sont en train de créer la chérie partout. Ces organisations. Les États qui ont eu ce qu'ils veulent dans nos pays, ils sont installés. Aujourd'hui, notre propre armée là, c'est en fait une armée qui ne joue pratiquement aucun rôle en tant que telle. Elle ne paie que les prix des choix politiques. Et c'est ça, c'est politique. Mais notre armée ne gère pas la sécurité de notre pays. Nous ne pouvons pas dans un pays que toutes les institutions qui sont chargées d'encadrer le pouvoir, d'amener la paix sociale, qu'aucune de son rôle. Ni les médias, ni la société civile, ni les partis politiques, autant je fais partie. Encore moins la justice. Encore moins la justice. Je parle d'institutions. Quand je parle d'institutions, c'est la justice, l'armée, la police, tout ce que vous voulez. Tout le monde veut manger, personne ne veut mourir. Comment vous allez faire le choix de certaines professions et vous voulez vivre dans le luxe facile? Non, ce n'est pas possible. Il y a des métiers qu'on les choisit, c'est pour défendre ce pays-là. C'est pas fictif. On ne vous donne pas des moyens pour vous être assis. Non. Je pense que tout le monde doit se réveiller. La société civile qui criait, les journalistes à l'époque que j'accompagnais comme vous, sont devenus des nécessiteux, sont devenus des alimentaires. Tout le monde est devenu alimentaire. Tout le monde, baissant la misère, pense qu'en tendant la main à gauche à droite, qu'il va s'en sortir. Ça n'aura pas lieu. Ça n'aura pas lieu. Donc c'est pourquoi je dis pour moi, ce qui me concerne, c'est qu'il faut vraiment qu'on résiste. Savoir d'abord ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, ils s'ouvrent à son candidat, ce qui n'est pas le candidat du PNDS. Ils s'ouvrent à un candidat qui veut être président, qu'il a choisi lui-même, qu'il ne s'est pas choisi. Bazoum n'est pas le candidat de Bazoum. Bazoum est le candidat d'Issou. Bazoum sera candidat tant qu'il se voudra. Bazoum gagnera au président parce qu'il s'ouvre ou ne veut pas. Mais pas parce que toi tu veux ou moi je veux. Pas parce que le peuple, pas parce que le peuple nigérien aura voté pour lui. Alors, ça c'est clair. Aujourd'hui là, au Kanga, le PNDS, tous les gens que vous voyez au PNDS là, courir, la plupart de ceux qui courent aujourd'hui là, c'est pas la bonne graine que je connais du PNDS. Ceux qui voient ça, je suis ceux qui ont honte, comme moi. Comme moi, parce que des gens qui partagent ma valeur là, je ne suis pas seul. Il y en a plein au PNDS. Les petits margouillas qui courent à droite à travers les fissures de murs pour manger et douter, c'est eux qui font du bruit. Moi, je me rappelle à un moment donné, Soubaré, vous n'allez pas voir une seule personne passer devant l'appartement de Soufou, après faire de sa maison. Aujourd'hui, vous avez l'impression des gens qui crient, comme si on touche un cheveu de Mamoussou, ils sont prêts à tuer la personne. Ils étaient où quand ce monsieur a été en difficulté? Nous, on était là. Pas parce qu'on veut quelque chose, la preuve l'a démontré, mais parce qu'on était convaincus qu'au Niger, il y a une catégorie de gens qui pensaient que l'argent n'était rien, mais que le Niger était tout. Donc on doit résister. On ne va pas aux élections. Écoutez-moi, on ne va pas aux élections, on va à une intronisation. C'est ça que vous allez faire. Maintenant, c'est nous, on doit se battre, résister pour empêcher qu'un individu, en fin de mandat, nous impose un candidat qu'il a choisi contre tout le monde. Ça là. Mais quand même, les Nigériens, les 12 millions, 20 millions que nous sommes, on n'est pas un peuple de l'acheter. Vous demandez aux gens d'aller voter?
je demande aux Nigériens d'aller voter. Et de défendre leur vote. Et de défendre leur vote. Advienne que pourra. Tu veux, tu veux pas. Tu veux, tu ne veux pas. On peut vous accuser d'appel à l'insurrection. Mais attends. On n'a qu'à m'égorger. Qu'est-ce qu'il me reste? Si des gens comme nous, on est capable de l'acheter, à quoi on sert? Que ça soit d'autres ou non, s'ils veulent me tuer là, ils n'ont qu'à venir me tuer. Et je suis convaincu qu'il y a des Nigériens comme moi. On n'a qu'à venir nous tuer. Mais on ne va pas se laisser ce pays-là qu'un seul individu décide de l'histoire du Niger pendant qu'on est en train de regarder. Mais l'histoire est là. Peut-être que vous ne connaissez peut-être pas l'histoire de la Grèce, les rapports entre la Macédoine et la Perse. Le roi de Perse, il considérait que tous les Perses sont ses esclaves, sauf sa femme. Tout le monde est sujet, tout le monde est esclave. C'est un jeune de 20 ans, Alexandre, qui a vaincu ce monsieur qui pense qu'il est au-dessus des lois, qu'il est la justice, qu'il est le droit, que c'est ce qu'il dit qui est la loi, c'est ce qui est la justice. C'est un jeune qui l'a vaincu. Et il a défait, n'est-ce pas, l'Empire perse. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cet entretien inédit avec Maître Souley Oumarou. Vous avez compris qu'il est vraiment arrivé au bout du bout, qui, à cause du rouleau, au bout du rouleau, j'en peux plus. Comme on dit, le Niger